Bonjour à tous. Bonjour. Pardon pour le petit différé sur le démarrage de ce webinaire. En tout cas, on est ravis d'être avec vous et de pouvoir voilà, venir sur le sujet eh bien de l'organisation de début de mandat sur les grands CSE. Voilà, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour parler de cette thématique. Je vais laisser la parole à Isabelle qui va se présenter à vous et puis je me présenterai également dans un second temps. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Isabelle Juval. Je suis consultante chez Secafi depuis 8 ans. Et donc, je m'occupe de divers CSE. Alors, de toute taille, on va voir effectivement qu'on les a classés en 3 catégories, petit, moyen et grand. On va y revenir. Donc, voilà, on gère un petit peu toutes les tailles au sein de nos équipes. Et donc moi, je suis Aurélien Hénard, donc je suis directeur de mission chez Secafi. Dans la branche Secafi, hein, vous le savez sans doute, on a différents métiers qui cohabitent entre guillemets. On a les métiers plutôt dans l'assistance aux élus sur les discussions à avoir avec les directions, avec les employeurs. Et puis on a les consultants qui sont à vos côtés, qui essaient de vous apprendre, d'être dans la pédagogie, dans l'écoute sur les besoins que vous pouvez exprimer dans la gestion de vos petites PME ou de plus grosses PME. C'est peut-être le cas sur les grands CSE. Voilà, on fait partie de cette division entre guillemets métier qui essaie de venir à votre aide tout au long de l'année et donc plus particulièrement là dans la saison un peu intense qui est celle de la clôture des comptes. Donc, merci d'être avec nous. On va aborder du coup ce sujet avec un support, bien évidemment, qui vous sera présenté. Ce support vous sera adressé et donc vous en aurez l'attitude ensuite pour le consulter et éventuellement revenir vers nous puisque les coordonnées, naturellement, seront affichées sur ce support. Euh, en prime. Nous avons évidemment un espace de conversation qui est ouvert hein, avec le chat via Teams. Dans cet espace de conversation, vous pourrez poser vos questions. À l'issue de notre présentation commune avec Isabelle, nous aurons un petit temps qu'on pourra consacrer à certaines questions, à la fin du diaporama. Et donc, voilà, on est sur 45 minutes environ de webinaire, donc on essaiera du coup d'aller assez vite pour qu'il y ait quand même un petit espace de discussion sur la fin de cette présentation. Je vais laisser du coup Isabelle présenter le document et vous partager le support pour du coup démarrer cette thématique donc sur le sujet de la transparence. Diaporama. Sur les fenêtres, je pense. Diaporama. Celui-ci. Donc, vous devriez voir apparaître, si tout va bien, sur ce webinaire, effectivement, le petit support que l'on va vous partager. Donc, au cours de cette présentation, on va s'arrêter à 3 reprises. On a prévu des petits questionnaires au fil de l'eau. Donc, on vous dira à un moment donné, vous verrez apparaître une petite question et on vous demandera de voter principalement. Donc, on va commencer effectivement dans les grandes lignes, bien sûr. Vous le disiez tout à l'heure, les CSE sont catégorisés en 3 catégories. Comment elles sont définies? Donc, aujourd'hui, on va parler plus particulièrement des grands CSE, mais aussi des moyens, parce que la limite est quand même est assez proche. Donc, un petit CSE, c'est un CSE qui a comme ressources annuelles des budgets inférieurs à 153 000 euros. Donc, on comprend par ressources annuelles les recettes, donc reçues principalement par la direction, on va dire, en général, on s'arrête aux 2 budgets reçus par la direction, et ça doit être en dessous de 153 000 euros. On a ensuite la notion de moyen CSE, où effectivement, donc, les subventions reçues dépassent les 153 000 euros. Pour autant, on ne répond pas oui à 3 questions, mais seulement à 2. Donc, la première étant, est-ce que les ressources cumulées reçues sur les 2 budgets réunis, sont supérieures à 3 100 000 euros? 100 000 euros, oui. Est-ce que le CSE emploie lui-même plus de 50 salariés? En équivalent temps plein. Ou est-ce que le total du bilan, c'est-à-dire le patrimoine
dont est propriétaire du CSE est inférieur à 1 550 000 euros. Si je réponds oui à 2 de ces 3 questions, alors je deviens grand CSE, ce qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui avec, on va rajouter, on va le voir, certaines obligations spécifiques. Donc, on est bien dans une question de dépassement de seuil, vous l'avez compris. Hein, si on dépasse 2 des 3 seuils qui sont mentionnés là dans la tranche des moyens CSE, alors automatiquement, on devient un grand CSE. Quelles sont les obligations en termes de transmission d'informations au terme d'un mandat? Donc, lors des élections d'un CSE, les membres sortants doivent désormais élaborer et remettre au nouveau comité un compte rendu de fin de mandat, conformément à l'article R2315-39 du Code du travail. Donc, en pratique, effectivement, c'est un état des lieux du patrimoine du comité qui est basé sur une revue documentaire précise. Donc, on a espoir qu'effectivement, dans ces rapports de fin de mandat, vous puissiez retrouver tout ce qui était les biens du comité, les stocks restants au moment de la passation, une revue des créances et des dettes, et bien évidemment de la trésorerie. Tout ça constituant le patrimoine du CSE à transmettre à la prochaine mandature. Il s'agit donc d'un cadre légal, vous l'avez compris, puisqu'on a un article du Code du travail, et donc on a une information qui se doit d'être transmise. Il n'y a pas de forme particulière revêtue au travers des textes, c'est-à-dire qu'on n'a pas un document précis qui existe, qui a été normé. C'est une proposition de document qui doit être faite par chaque élu sortant, entre guillemets, à destination des élus entrants, afin de faciliter la transition, afin de donner des repères, afin de donner des moyens et une vision sur ce que les nouveaux élus peuvent se permettre de faire lorsqu'ils prennent mandat. Dans ces documents, vous allez retrouver effectivement tous les éléments en lien avec la gestion du précédent mandat. Donc, toutes les pièces comptables couvrant les 10 dernières années, les communications adressées aux bénéficiaires, les PV du CSE et les documents de présentation des comptes. Donc, tout ça est obligatoirement à transmettre, bien évidemment, principalement en cas de contrôle, mais aussi pour que les nouveaux élus puissent avoir connaissance de ce qui s'est fait par le passé. On a des informations sur l'administration du comité. Où sont stockés ces éléments? Si on a des accès sur certaines plateformes ou quoi, où sont rangés et qui a accès aux identifiants et aux mots de passe, de manière à les transmettre aux nouveaux élus, aux nouveaux responsables. Les informations sur des litiges en cours. S'il y a effectivement, au terme de cette d'ancienne mandature, un litige en cours, bah, lui, il va se poursuivre forcément, hein, il ne va pas s'arrêter parce que la mandature s'arrête. Il faut que les nouveaux aient connaissance effectivement de ces litiges, de l'évaluation, de l'endroit un petit peu où on en est dans cette gestion-là et des relations aux tiers s'il y avait besoin. Du règlement intérieur du comité avec la gestion des activités et des commissions, qui sera, on verra plus tard, effectivement, à mettre à jour ou créer en fonction de l'élément, est-ce qu'il existe ou pas. Et puis, évidemment, de la charte RGPD pour être en conformité avec toutes les lois de protection de données. Donc, premier document, bien évidemment, les plus importants à récupérer de la part des anciens élus. Alors, sur cet élément-là, du coup, hein, on est sur une nécessité de transmettre de l'information, de donner des points de repère. On a aussi dans ces éléments-là le fait de dire qu'on a un certain nombre d'engagements que le CSE se doit de respecter. Ce n'est pas parce qu'on est en fin de mandat ou en début de mandat que la vie s'arrête pour le CSE. Il y a nécessité de préciser en quoi tiennent les dettes que le CSE peut avoir à régler. On est dans un formalisme du coup qui certes est à penser, mais du point de vue pratique, on attend effectivement de la part des anciens élus qu'ils transmettent ces informations au moins sur les engagements, sur les dettes, de manière à ce que les décisions puissent être prises éventuellement de poursuite ou de rupture d'engagement. Et puis évidemment, d'honorer les dettes. Il ne s'agit pas de mettre le CSC en difficulté vis-à-vis de ses fournisseurs dont la relation, qui est souvent une relation de confiance et de fidélité à l'endroit des fournisseurs. On va peut-être passer au petit questionnaire du coup, sur les informations pour voir un petit peu de votre côté quel est votre sentiment sur les informations qui vous ont été transmises à l'issue du mandat précédent.
Donc, la question qui vous est posée, hein, l'information transmise par les anciens élus vous semble-t-elle suffisante pour votre mandat? On va attendre le résultat avec impatience, n'est-ce pas? Mais on n'a pas de doute que les informations transmises sont comptoir. Ah, on a quand même quelques surprises de temps en temps, avec, voilà, des passations qui, ne sont pas toujours, Plus ou moins faciles. facilement. On a cette expérience et donc c'est un petit peu compliqué de temps en temps et donc on fait quelques audits de temps en temps pour, justement essayer de se redonner quelques points de repère. Alors, les résultats du coup sont en train De nous de arriver. nous arriver. Patience. Alors, a priori, effectivement, on a, un taux de réponse, heu, qui est de 19 sur la satisfaction d'après ce que je vois. Heu et donc bon voilà, on a effectivement, une information, qui est donnée, mais on voit que du coup, on n'a pas nécessairement, toutes les informations, hein, par rapport au volume de présents, hein, sur ce webinaire. Donc il y a effectivement une marge de manœuvre et peut-être effectivement, hein, ce sujet d'aller un petit peu auditer la situation, passée pour comprendre effectivement en quoi, tient la gestion du CSE et son administration, afin de ne pas perdre de temps et avoir les bons repères pour démarrer son mandat. Alors ensuite, je laisse la parole à Isabelle sur les relations effectivement qui Voilà. sont à entreprendre avec les différents tiers du CSE. Donc, après avoir récupéré effectivement les documents comptables et on va dire le cadre qui régit la précédente mandature, eh bien, il va falloir entreprendre les premières relations. La première relation, bien évidemment, ça va être avec votre banquier. Pourquoi? Parce que en cas de nouveaux élus, il faut déjà aller rencontrer le banquier pour mettre à jour les personnes que connaît le banquier avec des éventuelles autorisations. Donc, principalement, alors nous, on l'a fait au travers des rapports de fin de mandat, on a demandé systématiquement une circularisation auprès des banques pour avoir connaissance d'éventuels comptes bancaires qui auraient été oubliés dans les comptes et aussi de qui y avait accès. Si ça n'a pas été fait, on vous préconise effectivement d'aller faire cette démarche pour s'assurer que il ne reste pas des anciens élus, j'irai même pas de la mandature passée, mais peut-être encore de celle d'avant, qui ont accès encore aux comptes bancaires. On l'a trouvé, donc voilà. Euh, ou des comptes bancaires qui auraient été oubliés parce que peut-être très peu d'argent dessus, certes, mais avec des comptes bancaires encore ouverts. Donc la première relation, c'est effectivement aller faire un point avec les banques. Alors je t'interromps un petit moment, mais c'est vrai que quand on a fait la passation entre les CE et les CSE, je me souviens qu'on a identifié justement des CE, Ouais. qui n'avaient pas connaissance justement de l'ensemble des comptes bancaires, des livrets rattachés à une section qui finalement est en sommeil. Et donc on a eu quelques petites surprises comme ça, Ouais. en réintégrant finalement dans la comptabilité, des éléments sur lesquels effectivement les élus n'avaient pas du tout de prise pratique, dans le mandat précédent et même peut-être de manière plus ancienne encore. Donc voilà, c'est un travail sans doute à réaliser, pour essayer de couvrir finalement l'ensemble des enjeux financiers et de sécurité financière, hein, tout simplement, puisqu'on a aussi parfois quelques matelas dont on n'a pas forcément connaissance, hérités de gestion précédente. Et donc c'est l'occasion d'être vraiment dans une démarche complète sur ce segment. Ce qui vous permettra effectivement d'avoir des leviers éventuellement de placement en ayant connaissance aussi, attention, de la fiscalité liée à ces placements qui est assez spécifique. Donc, on a aussi la relation, bien évidemment, aux fournisseurs, puisque les contrats ne sont pas tous clôturés euh, au moment de cette passation de mandat. Donc, prendre contact avec des fournisseurs pour déjà connaître nos interlocuteurs, vérifier s'il y a un contrat qui court et quelles sont vos obligations, obtenir les contrats. Alors, a priori, ils devraient être dans les documents qu'on vous a transmis, mais potentiellement aller auprès du fournisseur chercher ces contrats, analyser les engagements, mettre à jour, on l'a dit tout à l'heure, les identifiants et les administrateurs pour chaque accès, prendre contact avec l'assurance sur les biens du CSE,
Sur la responsabilité civile, donc je vous rappelle, elle est obligatoire pour les élus du CSE, et désigner et adapter la commission des marchés, puisqu'on l'a dit, c'est une spécificité, voilà, on va en reparler un tout petit peu plus tard, du grand CSE qui nous intéresse aujourd'hui. Le grand CSE doit nommer une commission des marchés, donc avec son fonctionnement et sa réglementation. On est effectivement dans un environnement spécifique là pour les grands CSE, avec la désignation de cette commission des marchés. Encore une fois, on va y revenir. Le reste des éléments qu'on a abordés jusque-là sont des éléments que vous pouvez retrouver évidemment dans toute logique de transmission d'éléments entre les élus de petits ou de moyens CSE vis-à-vis des nouveaux élus. Là, sur les grands CSE, effectivement, on a une thématique vraiment particulière sur cet aspect, je dirais, de procédure d'achat, sur lequel, effectivement, on va revenir. Quelle que soit la taille du CSE, voilà. Autre relation importante, la direction, puisque bien évidemment, le CSE, il vit, on va dire, grâce aux subventions qu'il reçoit. Donc, il faut aller faire un sondage auprès de la direction pour analyser les encours qui existent par rapport à cette passation, avec les soldes de subventions éventuellement, de remboursement d'assurance et de remboursement de tickets restaurants perdus périmés, puisqu'ils reviennent effectivement en termes de gestion de budget aux activités sociales. Analyser les moyens mis à disposition. Est-ce qu'il existe des assurances? Est-ce qu'il existe des salariés mis à disposition? Qu'est-ce qui régit votre relation avec la direction? Demander une masse salariale projetée pour l'année prochaine, donc soit pour 2024 si on se place aujourd'hui, effectivement, de manière à construire un budget, on va le voir un petit peu après. Discuter sur les modalités de versement de ces budgets en absence de règlement intérieur. Pour information, la réglementation définit de certains critères sur l'obligation parfois de montant de budget, mais absolument pas sur la périodicité des versements. Donc, c'est à vous de négocier avec votre direction. Est-ce que vous souhaitez que vos budgets soient versés tous les mois, tous les trimestres, une fois par an? Voilà, c'est une discussion avec votre direction. Il est possible que l'information soit notée dans le règlement intérieur, mais si elle n'y est pas, il faut se rapprocher de votre direction assez rapidement pour savoir quand est-ce que vous allez recevoir vos subventions. Et déclaration des prestations soumises à cotisation mensuellement. Donc, au-delà de certains seuils, effectivement, nous avons nos amis de l'URSSAF qui peuvent venir taper à la porte en disant que les prestations proposées par le CSE, finalement, sont considérées un petit peu comme des compléments de salaire et du coup doivent être soumises à des cotisations d'URSSAF. Donc, on va essayer de fait, au moment de présenter des prestations, d'être en deçà de ces seuils, mais il peut arriver que certaines soient soumises à cotisation et il ne faut surtout pas les oublier en termes de déclaration. Et ça passera forcément par votre direction. Pourquoi ça passe par la direction? C'est parce que la direction, la plupart du temps, c'est elle qui, entre guillemets, est débitrice des sommes. C'est-à-dire que c'est elle qui a la relation à l'URSSAF et c'est elle qui est en capacité de donner l'information à l'URSSAF pour qu'ensuite les cotisations soient prélevées à son échelon, puis ensuite, dans un second temps, à l'échelon du CSE via un processus de refacturation, entre guillemets, des cotisations sociales. Alors bien sûr, la plupart du temps, on évite d'avoir des prestations soumises à cotisations sociales, compte tenu des exonérations qui sont prévues et qui sont effectivement mentionnées, que ce soit sur le site de l'URSSAF ou les différents guides qui existent. Autre relation, on y vient effectivement, la relation à l'URSSAF. Donc, il est possible que le CSE, on l'a dit tout à l'heure, soit lui-même employeur de personnel. Et donc, de fait, il doit être immatriculé lui-même en propre auprès de l'URSSAF. Il vous faut aussi faire un point des activités qui ont été menées au cours des 3 dernières années pour vous prémunir d'un éventuel risque URSSAF. Pourquoi? Parce qu'en cas de contrôle d'URSSAF, l'URSSAF va venir contrôler les 3 dernières années et l'année en cours. Donc, c'est bien d'avoir connaissance de ce qui a été fait. Est-ce que ce qui a été proposé est bien dans les règles d'URSSAF ou pas? Parce que est-ce qu'on peut prévoir un risque? Et à ce moment-là, il faut essayer de le quantifier. Il y a des pratiques, justement. Encore tout à l'heure, j'ai discuté avec un élu. L'élu me disait, mais j'ai une réglementation sur les activités sociales et culturelles qui tient au temps de présence.
Et donc, je lui indiquais que le temps de présence dans l'entreprise était un facteur qui pouvait être discriminant et donc, auquel cas, ça présente effectivement le risque d'avoir une activité sociale et culturelle qui ne respecte pas les codes, entre guillemets. Et donc, on devient une activité sociale et culturelle soumise à cotisation sociale. Ça ne remet pas en cause l'activité sociale, mais elle devient soumise à cotisation. Et là, du coup, effectivement, point le risque Le risque. d'avoir un redressement et une notification donc, de redressement avec un impact financier, évidemment, sur les comptes du CSE. Ensuite, effectivement, on l'a dit déjà, prendre connaissance des litiges, parce qu'il peut déjà exister un litige vis-à-vis de l'URSSAF. Donc, il faut aller voir, effectivement, est-ce qu'on a des litiges et où en est cet échange avec l'URSSAF, puisqu'en général, quand une notification, on va dire, tombe, bon, on essaie toujours, dans un premier temps, effectivement, de discuter avec l'URSSAF et d'aller un petit peu la contredire. Donc, on en est où de cette démarche? Recenser et classer les factures, les listes d'émargement et tous les justificatifs en lien avec les remboursements. Toujours pareil, en cas de contrôle, c'est les premiers documents qui vont vous être demandés par un contrôleur. Donc, toujours être en prévention de ce qui peut vous être demandé. Donc, vérifiez aujourd'hui qu'on a bien les 3 ans et l'année en cours, parce que si ça arrive dans 2 ou 3 ans et qu'il vous faut rechercher, ça sera beaucoup plus compliqué peut-être d'avoir la personne à qui vous pouvez demander, tiens, où sont ces documents? Donc, on fait un inventaire aujourd'hui à la prise de fonction, je dirais, en quelque sorte. Alors, je vais prendre un petit peu la suite sur les relations salariés du CSE, puisque quand on est dans la thématique des grands CSE, on l'a dit, hein, on peut éventuellement être employeur au niveau du CSE. Quand on est employeur, on a un certain nombre évidemment d'éléments que l'on doit de respecter, hein, que ceux de la direction A à l'égard effectivement des salariés. Et donc, ce que le secrétaire du CSE, qui est un petit peu dépositaire des contrats, effectivement, se doit aussi de vérifier pour respecter le cadre réglementaire. Donc, on a évidemment les registres légaux qu'il faut avoir au niveau du CSE. Et donc, il faut s'assurer effectivement qu'on est dans le respect de ces dispositifs. Et donc, voilà, on est aussi là pour accompagner cette démarche-là. D'un point de vue de relations salariées, on a évidemment aussi la partie, je dirais, parfois un petit peu oubliée, qui est des contrats anciens, des fiches de poste pas toujours mises à jour. Il faut s'interroger dans sa prise de fonction sur ce qui est finalement l'état des lieux, sur les fiches de poste et sur la présence des contrats. Est-ce que ça nécessite des avenants? Est-ce qu'on est finalement dans les clous? Donc, il y a peut-être une petite analyse juridique à mener de ce point de vue-là, lorsqu'effectivement, on n'a pas forcément tous les éléments, je dirais, au propre ou qu'on sent que ça n'a pas évolué depuis un petit moment. Donc ça correspond aussi finalement à un ensemble qui est l'ensemble de la politique RH que le CSE lui-même se doit de mener vis-à-vis de ses salariés, hein. Il y a vraiment des CSE qui ont, y compris hein, des directions administratives et financières, des directions de ressources humaines, puisqu'on peut avoir des CSE de grande ampleur où on a voilà, pas seulement un ou deux salariés, mais parfois 20, 30, voire même 60 salariés, hein. Ce sont des cas de figure qui sont présentés. Donc évidemment, le corollaire, c'est que derrière, on n'échappe pas à la gestion prévisionnelle des carrières, on n'échappe pas non plus aux éléments, je dirais, voilà, d'écart qui peuvent se présenter sur des salariés qui, de temps en temps, effectivement, ne répondent pas aux besoins du CSE et qui, du coup, nécessitent effectivement d'être un petit peu encadrés sur l'aspect, je dirais, de prévention, d'avertissement, lorsqu'on a effectivement quelques difficultés avec certains. Sur l'élément, je dirais, de grand CSE aussi, il faut notifier la relation au commissaire aux comptes. C'est une des obligations qui est faite au grand CSE strictement, c'est-à-dire que vous devez prendre connaissance, lorsque vous êtes dans la thématique des grands CSE, eh bien, du temps d'intervention du commissaire aux comptes. Est-ce qu'il est là dans sa première année d'exercice, dans la deuxième, etc., sachant qu'il est là sur 6 exercices. Vous devez prendre contact, attacher avec lui pour prendre connaissance des recommandations qu'il a pu formuler précédemment, hein, lorsqu'il a éventuellement regardé les comptes de votre CSE. Dans son giron aussi figure l'analyse des procédures, hein. Il est plutôt à cheval sur les procédures, le commissaire aux comptes, quand l'expert comptable, lui, va plutôt s'attacher à comment dire, la vérification des comptes en eux-mêmes, moins sur l'aspect des procédures, même si on sait être accompagnant évidemment sur ce sujet-là. Et puis il y a un point aussi d'aspect de contrôle du commissaire aux comptes sur les conventions, puisque chaque CSE se doit de donner à la lecture en séance plénière le rapport sur les conventions qui le lie aux membres du CSE, quel que soit le membre, hein, direction ou élu.
On a ensuite les relations aux bénéficiaires. Donc, les relations aux bénéficiaires, quand on est en prise de mandat, il faut essayer de connaître son public. Donc, si on n'a pas été à la main sur la mandature précédente, forcément, il y a un travail du coup d'analyse, d'audit, de sondage pour essayer de connaître les attentes du public. Et puis, peut-être de travail aussi sur la notion de bénéficiaire, puisque on se pose souvent la question de savoir si, dans le cadre des familles recomposées, par exemple, on se doit de prendre en charge tel ou tel ayant droit. Voilà, ce sont des questions qui doivent se poser sur lesquelles la jurisprudence n'est pas forcément encore tout à fait claire. Et donc, voilà, il y a un travail sans doute à mener aussi pour actualiser en fonction de la philosophie à partager au niveau de votre CSE. Et un temps évidemment extrêmement important qui est l'élaboration et le vote des budgets. Une fois que vous avez connu les attentes de votre public, vous avez un certain nombre des bénéficiaires auprès de qui vous allez former un ensemble d'offres. Ces offres, en fonction de vos marges de manœuvre financières, elles vont reposer du coup sur un ensemble de critères que vous allez déterminer, avec des critères qui sont en principe plutôt concordants avec l'URSSAF. En tout cas, on essaye. Et donc, une fois que vous avez identifier et vos marges de manœuvre et les attentes, eh bien, vous avez construit finalement votre hypothèse budgétaire que vous discutez. C'est plutôt le rôle de trésorier d'ailleurs. Et donc, dans ce cadre-là, on a normalement, sans que le caractère soit obligatoire, mais en tout cas, on préconise un vote à réaliser en séance plénière afin d'être voilà, dans le pas de la transparence financière. Hein, c'est ce qu'on conseille, même s'il n'y a pas d'obligation en tant que telle. On retrouve quand même la notion de budget dans les documents financiers par ailleurs, hein, sur les moyens CSE ou les grands CSE. Donc, pour nous, c'est un passage entre guillemets quasi obligé. À ce titre, on a une question à vous poser. La question est la suivante. Si votre CSE élabore le budget, est-ce qu'il mesure les écarts dans un rapport de gestion? Et donc, vous avez le choix pour répondre à cette question-là. J'attends le résultat avec impatience. On voit que la plupart du temps, en tout cas dans les réponses qui nous parviennent, effectivement, on a bien cette notion d'écart qui est matérialisée et qui est commentée par ailleurs. Ça fait partie des éléments qui sont nécessaires. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a effectivement voilà, une information qui est effectivement bien notée. On a dans les décisions ensuite à prendre l'établissement du règlement intérieur, en tout cas sa modification, sur l'aspect donc de mise en conformité. On a encore des règlements intérieurs hérités de précédents CE et non pas de CSE. Ça nous arrive. On a parfois l'absence de règlement intérieur aussi. Rappelons quand même qu'on est dans le cadre légal, donc c'est un impératif. Et puis, pour nous, c'est plus qu'un impératif. C'est quelque chose qui permet de fixer les choses et d'être dans comment dire, l'organisation du CSE et finalement, oui, de rendre opposable quelque part la modalité de fonctionnement du CSE avec sa philosophie, avec l'analyse peut-être des dysfonctionnements du précédent mandat, avec la précision sur quelles sont les modalités d'engagement de dépenses, de règlement même de dépenses, qui a les droits, quels sont les plafonds, y a-t-il des doubles signatures? Voilà, ce sont des éléments qui répondent finalement un peu au cadre de procédure et le règlement intérieur peut être un endroit où on va effectivement noter quelques procédures fondamentales. On ne va pas décrire la procédure de gestion de stock, ce n'est pas le sujet, pas dans le règlement intérieur, mais ça fait partie en tout cas des éléments, notamment dans le choix des fournisseurs, avec précisément la commission des marchés, qui est un élément à intégrer dans le règlement intérieur des grands CSE, et ça c'est un élément obligatoire, donner son mode de fonctionnement à cette commission des marchés, le mode de désignation de ces élus, c'est quelque chose qui doit être intégré dans le règlement intérieur. Et donc, voilà, c'est un passage là aussi obligé. On peut aussi préciser dans le règlement intérieur comment on prend en charge les frais des élus, puisqu'on a souvent quelques questions, quelques débats sur cette pratique. Des règles aussi sur le devenir du patrimoine du comité, et lorsqu'on a acheté effectivement un certain nombre d'équipements pour aider les élus dans leurs prérogatives, que deviennent ces éléments de patrimoine à l'issue du mandat? Voilà, on tente aussi de répondre à ces questions-là dans le règlement intérieur. Et puis, on a évidemment l'aspect de procédure, donc vraiment revu par le commissaire aux comptes, au cas d'espèce, avec la répartition des tâches qui doit être faite au sein du CSE. Alors, c'est plus facile encore quand on a des salariés au niveau du CSE, parce que de fait, on multiplie quelque part les ressources pour pouvoir gérer les flux, que ce soit en réponse aux bénéficiaires ou que ce soit vis-à-vis des différents tiers, que ce soit la banque, que ce soit les fournisseurs.
Nous, ce que l'on dit en tout cas là-dedans, c'est qu'on a une restriction à adopter sur les moyens de paiement, je dirais plutôt en espèces. On a une restriction aussi en soi sur le volume quelque part de signatures sur les comptes bancaires pour essayer de diminuer aussi la notion de risque. C'est ça qui est le cœur véritablement de la mission du commissaire aux comptes quand il intervient, analyser les risques. Et donc pour nous, voilà, il y a un sujet sur le fait d'être en capacité d'historiser les éléments, notamment les opérations qui sont passées par la caisse qui peuvent être vraiment en débat parce que on a parfois quelques écarts, on a un petit peu de mal à justifier les éléments qui transitent par la caisse. C'est plus facile quand on a des virements. Voilà, on a quelques procédures du coup d'organisation, de choix d'archivage aussi documentaire, de dématérialisation. La facture électronique va venir, c'est aussi un sujet. Donc on a vraiment des espaces de questionnement sur les pratiques. Et puis effectivement, les éléments à envisager, c'est aussi les moyens en tant que grand CSE de délégation finalement pour vous libérer du temps à vous, élus de grands CSE. Vous avez des prérogatives qui couvrent l'ensemble finalement des questions couvertes par nos consultants de CECAFI, précisément, dans les échanges avec les directions. Et donc, on n'a pas la tête finalement à toutes les opérations. C'est normal qu'on envisage aussi ce temps de délégation. On n'a surtout pas le temps. Oui, absolument. C'est le cruel, on va dire, constat fait à l'issue des ordonnances. Il manque de temps. Sur la partie obligations, donc on le rappelle dans les obligations légales, alors on a un corpus commun à tous les CSE, adopter une charte et un référent sur la réglementation sur la protection des données, c'est le fameux règlement RGPD. On a la désignation d'un référent harcèlement pour lutter contre ces comportements répréhensibles. On a le fait d'avoir une connaissance des obligations de déclaration. Il y a notamment, et c'est assez méconnu encore, mais on a des éléments de déclaration des honoraires, tout simplement, que le CSE assume. Ça, c'est un formulaire qui s'appelle la DAS 2. Je ne l'ai pas inventé, c'est comme ça. Sur les placements financiers aussi, Isabelle disait qu'on avait une pratique de fiscalité, effectivement. Et donc, dans cette pratique de fiscalité, on a des formulaires à adresser aussi à l'État. Au service des impôts. Et donc, voilà, il faut être en connaissance de ces obligations fiscales aussi. Et puis, bien sûr, on a un élément que l'on peut rencontrer encore plus dans les grands CSE que dans les autres CSE, c'est la gestion de la restauration. La restauration collective, lorsque le CSE en a la main, il est du coup soumis à un environnement fiscal particulier avec les déclarations de TVA à faire de manière mensuelle et qui, en principe, sont censés plutôt générer des crédits de TVA à demander en remboursement auprès de l'administration. Donc là-dessus, effectivement, il y a une vraie prise de connaissance à effectuer. Et puis, il y a le suivi et la présentation des comptes annuels, bien évidemment, avec des règlements comptables qui sont propres au grand CSE, un suivi comptable qui doit permettre la recherche, le contrôle, le pilotage sur la gestion du comité, avec de la comptabilité analytique, avec parfois des logiciels de gestion, de la définition de barèmes qui sont justement intégrés dans ces logiciels de gestion. Et puis, dans les cas, je dirais, vraiment propres au grand CSE, le rappel de la désignation d'au moins un commissaire aux comptes et un suppléant qui sont évidemment distincts de ceux de l'entreprise. On ne mélange pas les genres. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, on a effectivement l'obligation de nommer cette commission des marchés, de présenter même son activité dans le rapport de gestion annuel. Ça, ce sont les caractéristiques propres au grand CSE. On a voilà, le corpus ensuite des CSE, je dirais, petits, moyens comme grands, avec la nomination du trésorier, évidemment, enfin des choses qui sont évidentes pour tous, je suppose, l'établissement d'un rapport de gestion, le rapport sur les conventions, conserver l'ensemble des pièces pendant les 10 ans, on l'a dit, et puis établir ce règlement intérieur. Voilà. La question qui vous est posée à la suite, du coup, est de savoir si effectivement, dans le cadre de votre grand CSE, si vous l'êtes, est-ce que vous avez effectivement mis en place cette commission des marchés? Ah, là, c'est plus partagé. Alors, on va avoir moins de réponses parce qu'on a peut-être un public de grands CSE qui est plus, plus petit, ou en tout cas la mesure, entre guillemets, de participation est peut-être dans la compréhension par rapport à ta présentation, peut-être plus propice à finalement un public de moyens CSE que de grands CSE, ce qui peut expliquer qu'on ait aujourd'hui un taux de réponse à 60% négatif sur la commission des marchés. Oui. Donc, le paillard qu'elle n'y est pas, c'est peut-être que les élus face à nous ne sont pas tout à fait dans
le grand On CSE. interprétera les résultats, mais en tout cas, on note qu'il y en a, en tout cas, des commissions de marché. Donc, c'est bien, ça veut dire que cette obligation-là aussi, elle est connue. Dans les autres obligations, effectivement, toujours dévolues au CSE de grande taille, donc établir des comptes consolidés, bon, beaucoup plus rare quand même. Tout à fait. C'est en fait la mesure d'entités qui sont finalement dans un périmètre où on va avoir plusieurs entités, non pas une seule, entre guillemets, pour organiser la vie du CSE, avec des entités contrôlées. Ça peut être des associations, ça peut être des sociétés civiles immobilières dans lesquelles on peut avoir des participations qui sont d'intérêt. Et donc, voilà, dans ce cadre-là, qui je pense est plutôt marginal hein, dans le panorama, effectivement, il ne faut pas oublier effectivement qu'on est aussi soumis à ces obligations d'établir ce qu'on appelle effectivement vulgairement, nous, dans notre jargon, des comptes consolidés. Voilà. On y reviendra pour Oui, ceux qui ont ces questions de manière plus précise. Le CSE, effectivement, hein, en fonction de la configuration des CSE, peut avoir un CSE central. Et bien, ce CSE central, il va connaître les mêmes obligations que celles qu'on vient de décrire, bien évidemment. Il est confronté de la même manière à apprécier des seuils pour déterminer s'il est petit, moyen ou grand. De la même manière qu'on l'a vu pour le CSE classique, hein, il doit lui-même établir des comptes avec un rapport de gestion et un rapport sur les conventions passées, de la même manière, et il doit éventuellement faire certifier ses comptes en fonction de sa catégorie, petit, moyen ou grand. Est-ce qu'il doit avoir un expert comptable ou est-ce qu'il est aussi considéré, lui, comme grand CSE et donc à ce moment-là, avoir un commissaire aux comptes. D'accord ? Dans ce cadre-là, si on a un lien entre des CSE et un CSE central, il est impératif d'avoir des conventions de transfert de gestion des activités sociales. C'est une obligation, donc il faut qu'il y ait un écrit qui explique et réglemente, je dirais, le lien financier entre le CSE et le CSE central. On a des difficultés hein, de temps en temps, puisqu'on a parfois des sorties de conventions qui ne sont pas tout à fait claires, où on se dit bah, finalement, tiens, j'ai un CSE d'établissement qui n'a pas intérêt à rentrer dans le champ de la mutualisation au CSE central, parce que les majorités sont peut-être différentes, les intérêts différents, et le coût de sortie, entre guillemets, de la mutualisation, bah, c'est quelque chose qui est finalement incertain. Quel patrimoine je récupère? Si j'ai versé mes subventions, est-ce que je peux en récupérer une partie parce que tout n'a pas été utilisé? Ce sont des questions qui se posent et les conventions de transfert, normalement, donnent le cadre juridique pour essayer d'être en sécurité et finalement ne pas se retrouver confronté tout simplement aux juridictions qui vont ensuite trancher les débats si toutefois il y a effectivement des éléments, on va dire, de contradiction entre les élus du CSE central et les élus du CSE d'établissement. Ça peut facilement être source voilà, de questionnement et de conflit, donc veillez dans ce cas-là effectivement à faire des écrits. On vous a mis effectivement des modèles de bilan et compte de résultats qui sont imposés hein, par l'autorité des normes comptables pour la gestion des grands CSE. Bon, on vous le laissera regarder au travers du document. Hein. Mais c'est une structure quand même de propositions financières sur le document qui doit être avalisé en réunion plénière. Hein. Rappelons que c'est un cadre d'un CSE avec une réunion extraordinaire qui est prévue. Et donc, on doit retrouver ce type de format lorsqu'effectivement on est en présence d'un moyen d'ailleurs et d'un grand CSE puisque les éléments sont comparables de ce point de vue-là. Donc voilà, il faut vraiment être attentif à ce que vos documents ressemblent à ça, entre guillemets. Voilà. Vérifier quand même qu'effectivement votre expert comptable ou votre commissaire aux comptes derrière valide les bons documents. Donc, les composantes des comptes annuels, effectivement, hein, il y a obligatoirement une annexe pour les grands CSE avec dans son contenu, effectivement, la méthode de répartition des charges communes ou de budget, une information qualitative sur les contributions en nature si elles sont significatives, un tableau des ressources annuelles de l'exercice, quel est le volume, on va dire, de ressources qu'a eu à gérer le CSE au cours de cet exercice, et une information sur les transactions significatives. Donc, on vous a mis derrière un petit peu, toujours pareil, les documents qui sont nécessaires à justifier, là, en l'occurrence, les ressources gérées par le comité, et puis le tableau sur les informations sur les transactions significatives, puisque le législateur, en fait, souhaite savoir si les entreprises avec lesquelles le CSE travaille, est-ce qu'on a un lien de détention capitalistique avec ces dernières.
Ce sont les éléments d'ailleurs qui peuvent rentrer en ligne de compte dans le fait de devoir établir des comptes consolidés, par Ou pas. exemple. Hein, ça fait partie des éléments qui peuvent être regardés. Et donc, ces éléments sont notifiés dans les moyens comme dans les grands CSE. Hein. Ce tableau de ressources, comme le tableau des transactions significatives que tu mets à l'écran, ce sont effectivement des éléments qu'on va retrouver dans chaque typologie de CSE, que ce soit moyen ou grand Moyen, CSE. c'est le Absolument. Ensuite, on a bien évidemment le rapport de gestion qui a un cadre, je dirais, obligatoire avec un certain volume d'informations. Alors, je ne vais pas vous lire l'ensemble des informations, mais on a évidemment le cadre de l'organisation interne du CSE qui doit être précisé. Comment on a utilisé la subvention de fonctionnement en fonction d'items qui sont vraiment prédéfinis, hein, les dépenses de communication, les dépenses de formation, les dépenses d'expertise éventuellement. Et puis, l'utilisation faite sur le budget d'activité sociale et culturelle avec là aussi, du coup, la comparaison avec la comparaison au budget, la comparaison au réel de l'année précédente, l'explication des hypothèses peut-être qui ont formé le budget, donc les écarts avec la réalité. Bah, j'ai dû annuler parce que les conditions météo n'étaient pas bonnes pour la sortie voile, ce genre de choses. Et donc, on a en parallèle de ça des éléments qui sont, on va dire, plus dans le champ du bilan qui est fait par le professionnel du chiffre, hein, que ce soit l'expert comptable ou le commissaire aux comptes. Voilà, les deux ont cette information à lire, à comprendre. Et donc, la description et l'évaluation du patrimoine, c'est en principe, je dirais, un rappel finalement de ce qui est présenté dans les états financiers avalisés par l'expert comptable ou bien le commissaire aux comptes. De même que les engagements en cours et les transactions significatives sont aussi des éléments qui font partie des états financiers. Donc là, on est plutôt dans une forme de redite, mais non pas dans une information voilà, utile pour le bénéficiaire en tant que tel. Mais elles sont obligatoires, c'est ça thématique, effectivement, au Absolument. travers de la loi qui nous régit. Donc, sur cette présentation, hein, le rôle de l'expert comptable, pour nous, il est fondamental. Hein. On se présente justement en tant que cabinet d'expertise comptable pour essayer d'accompagner, que ce soit les petits, les moyens ou les grands CSE, sur chacune finalement des typologies. On a un contenu de mission qui est à définir. Nous sommes, nous, aidants, on est à la fabrique, on est aux côtés des élus pour tenter de leur permettre de mieux comprendre finalement leurs enjeux, d'être dans la sécurité, dans l'assurance de faire les choses de manière propre, et puis bah, de favoriser finalement aussi la mission du commissaire aux comptes. Hein. Quand on est dans un grand CSE, l'expert comptable, c'est une passerelle finalement. C'est lui qui permet de s'assurer que le travail fait par les différents services ou les élus, si on n'a que des élus, eh bien, puisse permettre de rentrer dans un processus qu'on appelle le processus de certification des comptes, différent du processus d'attestation des comptes, qui lui, du coup, est propre à l'expert comptable. Le commissaire aux comptes, lui, exprime une opinion qui lui est supérieure au travers de la certification. Donc, nous sommes spécialisés sur sur ce segment. Et donc, voilà, si on en venait à conclure sur cette présentation, pour nous, il faut évidemment faire le point d'étape sur les éléments qui vous ont été transmis, les analyser, adapter le fonctionnement de votre CSE en fonction des ressources, bien sûr, des compétences qui sont les vôtres, des moyens qui sont mis à disposition, peut-être aussi aller à la négo, hein, réclamer des moyens complémentaires parce que vous avez une cible sur les activités que vous souhaitez mettre en œuvre. Vous devez ordonner ce mode de fonctionnement avec un passage obligé dans le règlement intérieur, notamment sur la commission des marchés. Vous devez prendre connaissance, évidemment, des obligations, que ce soit sur le plan comptable, fiscal ou social, toujours accompagné par un expert comptable à notre sens. Hein. C'est pour nous un prérequis. On pense que c'est une vraie sécurité. Au-delà même, effectivement, hein, de nos enjeux, on pense que c'est vraiment un gage de sécurité et d'assistance, puisque le commissaire aux comptes n'a pas le même rôle. Il est là dans le principe de vérifier, il n'est pas là dans le rôle d'aider, de fabriquer. Il ne sera pas un accompagnement, je dirais, au quotidien, quelque part. Donc voilà, Son rôle. c'est effectivement le sens, nous, de notre engagement. Et voilà, on est en reconnaissance, effectivement, du travail que l'on accomplit avec voilà, un échange que l'on essaie d'avoir voilà, sur un langage qui soit adapté, qu'on soit compris de tous. Voilà, c'est vraiment la valeur, en tout cas, des consultants de CECAFI que d'essayer de se mettre à la portée de ceux qui font appel à nous. On va passer rapidement, je suppose, vu le temps, au stade des questions, en vous laissant du coup la page de contact pour vous permettre de nous rappeler si toutefois vous avez effectivement des questions et en vous demandant du coup, au travers du sondage, voilà, de savoir si vous souhaitez être rappelé par un expert.
Ah, ce qu'on comprend, c'est qu'a priori, Vous nombre avez d'entre vous est accompagné, ce qui est effectivement plutôt une sécurité, une bonne chose. On l'a dit, on insiste. Voilà, on a quelques réponses qui nous parviennent, qui nous disent que voilà, ça et là, il y a peut-être quelques besoins, donc on tâchera d'y répondre de manière rapide une fois ce webinaire terminé. On va prendre connaissance peut-être des questions. Oui, absolument. Alors, sur les questions, j'avais vu qu'on avait des questions notamment sur le rapport sur les conventions. On peut vous faire passer effectivement un exemple de rapport sur les conventions qui est, pour rappel, mis à la lecture, hein. Il n'y a pas de vote en réunion plénière sur ce rapport sur les conventions. Mais donc, on peut vous faire passer un rapport qui est, je dirais, en mode, euh, en mode simplifié, c'est-à-dire qui mentionne qu'il n'y a justement pas de convention particulière et donc pas de conflit d'intérêts, hein. C'est un petit peu l'idée qui est définie sur ce sujet. Autre question qui nous est posée sur le référent harcèlement. Oui, le référent harcèlement, il fait partie des obligations, hein. On a la question de savoir Depuis si 2019, oui. c'est obligatoire. Oui, effectivement, c'est obligatoire. Donc, si ça n'est pas évoqué, on vous suggère effectivement de rétablir finalement eh bien, le respect du cadre légal sur cet élément-là. Nous voyons par ailleurs que vous avez voilà, déjà contact avec des experts de CKFI et donc tant mieux. On s'en réjouit. On s'en réjouit. Voilà, on a donc ce satisfait site. On n'a pas noté pour l'instant d'autres questions qui seraient posées. Si une question qui était dans le champ initial des demandes, faut-il comprendre que pour les archives qui sont supérieures à 10 ans, elles peuvent être détruites? Oui, la réponse est oui, on peut détruire les éléments, sauf ceux qui tiennent, je dirais, au juridique, c'est-à-dire que pour moi, les PV de CSE, ce sont des choses qu'il faut conserver, alors l'employeur est censé le faire aussi, et par-delà, les informations afférentes à la gestion de salariés, c'est-à-dire toutes les informations liées au bulletin de paye, hein, concrètement, au contrat, ce sont des informations que vous devez de conserver voilà, sur la trentaine d'années, donc ça peut faire un petit volume. Et tout ce qui est en lien avec du patrimoine immobilier. Oui, hein, tous les éléments qui ont attrait au titre de propriété, qui alors, normalement ont dû faire l'objet de publicités nouvelles compte tenu de la création des CSE, hein, avec les actes notariaux qui ont dû être mis à jour. Mais donc tous ces éléments-là, effectivement, ce sont des éléments qu'on va considérer comme étant des éléments permanents. Et donc ce sont des sujets qui doivent rester justifiables par le CSE. Au-delà des 10 ans. Absolument. Voilà pour la réponse qui, j'espère, satisfera sur cette partie de conservation des archives. Je regarde si nous avons d'autres questions qui nous sont posées. Écoutez, je n'ai pas le sentiment qu'on a forcément d'autres questions. Ah, si tous nos documents sont dématérialisés, est-ce que cela pose problème pour les factures, les justificatifs de collaborateurs? Écoutez, tant que les documents sont dématérialisés et verrouillés, c'est-à-dire qu'on a une sécurité sur l'absence de modification possible de ces documents, pour moi, on est du coup en capacité de rendre opposable vis-à-vis d'un tiers, que ce soit peut-être le plus gentil, le contrôleur au SAF, que ce soit le moins gentil, le brigadier de la brigade des finances. Voilà, on a parfois quelques cas, donc avec des enquêtes. Et donc, effectivement, bon, je dirais que c'est plutôt sur la partie URSSAF où effectivement il faut s'assurer d'être sur le bon format de justificatif. Donc, un PDF verrouillé, pour moi, doit faire l'affaire dans le cadre des contrôles. On n'a pas eu de remarques à ce sujet sur les contrôles qu'on a en cours, quoi. Mais c'est un sujet, la facture électronique va bouleverser ça sans modifier l'impératif de pouvoir présenter des factures en soi. L'information électronique ne suffit pas en tant que telle. Mais voilà, on a des éléments effectivement qui sont à développer pour accompagner aussi les grands CSE dans cette pratique de dématérialisation. Eh bien, écoutez, Question. Bah, écoutez, on va vous remercier de votre écoute et puis on reste bien évidemment à votre disposition au travers voilà, des éléments de contact que vous avez là ou par l'intermédiaire effectivement de nos différents sites. on vous remercie On vous remercie bien. Et puis on vous souhaite Une excellente journée. Absolument. Merci beaucoup. Au revoir. Les documents seront partagés, seront envoyés pour l'information. Voilà, dans la journée ou demain ou plus tard. Absolument.
Merci à tous. Merci. Au revoir.